Bienvenue à notre présentation en direct sur le Tour du Mont Blanc et merci de vous joindre à nous. Je me présente d'abord, je m'appelle Marvin Faure, je suis le fondateur et le gérant d'Alpincol, qui est un groupe de cyclistes basé dans les Alpes. Vous aurez deviné peut-être par mon accent que je ne suis pas français, en fait je suis naturalisé français mais d'origine britannique. Ça fait longtemps que j'habite en France et j'ai le plaisir d'habiter dans les Alpes et pouvoir faire du vélo tous les jours dans les montagnes. Alors voilà, donc dans cette présentation, je vais surtout parler de comment obtenir votre meilleur résultat le jour de l'épreuve. Je répondrai à toutes les questions à la fin, il y aura quelques minutes à la fin pour cela, mais n'hésitez pas à m'envoyer des questions par email plus tard si vous le souhaitez, à info@alpincol.com. Alors, un rappel du défi qui se dresse devant nous, ce n'est pas les moindres. Il est souvent, le Tour du Mont Blanc est souvent considéré comme la cyclosportive d'un jour le plus difficile au monde. Et pour cause. Il suffit de dire qu'elle fait 330 km et comprend 8300 mètres de dénivelé. Ces chiffres sont quand même énormes et vous ne devez pas prendre cette épreuve à la légère. J'espère que tout le monde l'a bien compris. On commence dans l'obscurité à 5 heures du matin et contrairement aux gars sur la photo, beaucoup vont finir après la tombée de la nuit. Et vous devez peut-être faire la descente du Courmet de Roseland dans l'obscurité ainsi que la montée finale. La limite d'arrivée est fixée à minuit, ce qui signifie que tous les participants mettent entre 12 et 19 heures à partir de 5 heures du matin. Alors, dans une bonne année, le taux d'abandon est d'environ 40% quand même. Il vaut mieux pas demander combien il est élevé lorsqu'il fait mauvais temps. L'épreuve est avant tout un défi d'endurance. Ça n'a rien à voir avec un cyclosportif de montagne typique comme le Megève Mont Blanc qui a eu lieu dimanche ou la Marmotte qui va avoir lieu dans 2 semaines. C'est beaucoup, beaucoup plus long. Et bien que tous les participants soient chronométrés, il n'y a pas de classement officiel et tous les finishers reçoivent une médaille et un certificat or qui est largement mérité. Il s'agit en effet d'un défi à 3 niveaux. Mental, physique et nutritionnel et dans cet ordre, à mon sens. La raison la plus probable d'abandonner est mentale. Donc, on va en parler lors de cette présentation. Pour beaucoup, il s'agira de la chose la plus difficile qu'ils aient jamais fait, en tout cas sur un vélo. À mi-parcours, vous aurez roulé presque l'équivalent de la Marmotte et ce n'est que à mi-chemin. Donc, vous allez probablement rouler jusqu'à vos limites et puis être obligé d'aller encore plus loin et vivre des moments d'euphorie, des hauts et des bas, des moments d'euphorie et même des moments de quasi-désespoir. Il faut pouvoir puiser profondément pour continuer. Pendant les moments difficiles, tout le monde pense à s'arrêter, en fait. Je pense que c'est normal. Donc, il faut être préparé pour ça. Ah, donc, avant d'entrer dans les détails de la journée elle-même, jetons un coup d'œil rapide sur le dernier mois. Il reste 1 mois jusqu'à l'événement. Il faut bien utiliser ce dernier mois. Il ne faut pas faire des bêtises lors de ce dernier mois. Donc, c'est ça que je vais juste parler de ça 2 minutes sur cette slide parce que je considère que c'est quand même très important. Donc, il reste 1 mois à courir et votre objectif doit être d'éliminer toute fatigue avant d'arriver sur la ligne de départ. C'est surtout ça. Arrivez sur la ligne de départ fatigué et vous êtes sûr de passer une très, très mauvaise journée et sauf si vous êtes vraiment très, très fort, vous allez probablement abandonner. Donc, la consigne, c'est de réduire progressivement votre volume d'entraînement de au moins 50%. En même temps, de limiter l'intensité. Ce n'est pas le moment d'aller faire des grosses séances d'intervalle ou des grosses montées au seuil. Ça ne sert plus à rien. Vous aurez peut-être fait ça jusqu'à maintenant, mais maintenant, il s'agit il faut mettre ça de côté. Vous reviendrez là-dessus plus tard. Si jamais vous sentez vraiment le besoin de faire une séance en intensité, mon conseil, c'est de le faire le plus court et le plus court possible et pas trop dur. Mais par-dessus tout, il faut surtout bien dormir, bien manger, rester souple, continuer à faire des exercices en souplesse, en stretching, en flexibilité et surtout faites un maximum pour limiter le stress dans votre vie. Limitez toute demande supplémentaire sur votre énergie, que ce soit au travail, à la famille, dans la famille ou évidemment à l'entraînement. Bien entendu, vous n'avez pas le contrôle total sur ça, mais
le maximum que vous puissiez limiter, le mieux vous allez vous porter le jour J. Il est en fait beaucoup plus, la récupération totale est en effet beaucoup plus précieuse que la récupération à seulement 95%. À 95%, vous risquez de perdre jusqu'à 20% de votre potentiel de performance sur les 2 dernières montées. Le Courmet de Roseland et la montée des saisies vont être vraiment très, très, très difficiles si vous démarrez cette journée avec moins d'une récupération totale. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur le dernier mois. Faites le moins possible, en fait. C'est à peu près ça le message. Pas rien, mais le moins possible par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Voilà, alors maintenant, on parle de la journée elle-même. Il y a 3 clés pour bien réussir votre journée. C'est l'allure que vous allez choisir, c'est l'alimentation et c'est le mental. Donc, on va regarder ces 3 aspects les uns après les autres. Mais avant de parler de l'allure, nous devons clarifier votre objectif parce que votre stratégie d'allure en dépend, en fait. On n'a pas la même stratégie d'allure si l'objectif n'est pas le même. Alors, ça peut être sur le Tour du Mont Blanc, ça peut être de le faire le plus rapidement possible, d'aller chercher, entre guillemets, un temps, ou ça peut être tout simplement de finir, d'être finisher, de terminer avant la barrière horaire, le couperet qui tombe et vous êtes plus finisher. Donc, l'objectif que vous choisissez conduit à une stratégie d'allure légèrement, en tout cas légèrement différente, sinon complètement différente. Alors, donc, on va regarder le premier d'abord, le plus rapide possible. Si votre objectif est celui-ci, vous devez rouler le plus près possible de vos limites, mais bien entendu, sans jamais les dépasser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire grimper à l'allure la plus élevée que vous pouvez soutenir sur les 157 km d'ascension. Il y a quand même 157 km d'ascension, c'est énorme. Donc, vous n'allez pas les monter à la même vitesse que vous montrez les 4 ascensions sur la Marmotte, ça c'est sûr. Donc, on va regarder en détail dans quelques instants comment déterminer la bonne allure pour une épreuve aussi longue. L'autre objectif, donc, c'est simplement de finir, d'être parmi les finishers avant la barrière horaire. Alors, pour cela, il faut bien entendu passer toutes les barrières horaires. Celles qui sont officielles sont celles-ci, à Bourg-Saint-Maurice à 20h et au sommet du Courmet de Roseland à 22h30. Ça laisse en principe juste assez de temps pour arriver aux saisies avant minuit. Alors, si on calcule, moi je calcule le compte à rebours par rapport à ça, et à mon sens, ça veut dire qu'il faut être au Valette, qui est le point de ravitaillement en bas du col de Champex, à 10h du matin. C'est kilomètre 110. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenir une vitesse moyenne d'à peu près 22 km pour les 110 premières. Ensuite, il faut être au sommet du Grand Saint-Bernard à 14h. Donc, ça laisse 4 heures pour faire la montée du Champex, la descente et puis la montée du Grand Saint-Bernard. Il est important de reconnaître que si votre seul objectif est de finir, ce n'est pas la peine de rouler trop vite. Il n'y a aucun sens à essayer de battre ces horaires par une marge importante. Le risque est d'y aller trop fort, trop tôt et de ne pas pouvoir finir. Donc, il est préférable de se retenir un peu et de finir relativement fort si vous avez encore de l'énergie. Voilà pour les objectifs. Alors maintenant, l'allure sur les montées. Comment savoir quelle allure qui va vous convenir pour 157 km d'ascension? Voilà une citation que j'aime beaucoup. Votre allure de course est basée sur des preuves et pas sur des espoirs. Donc, il faut aller chercher les épreuves. Vous devez les examiner et ne pas vous baser sur les espoirs. C'est un point essentiel. Les miracles ne se produisent pas très souvent et il est quand même peu probable que vous soyez beaucoup plus fort autour du Mont Blanc que vous ne l'étiez à l'entraînement ou lors d'autres événements. Donc, ne croyez pas dans les miracles. Alors, quelles preuves pouvez-vous utiliser pour déterminer votre allure? Si vous avez un capteur de puissance, le point de départ est votre courbe puissance durée, pardon, et votre puissance critique. Donc là, c'est un exemple personnel. Ma puissance critique est d'environ 275 watts. Donc en théorie, ça veut dire que je devrais être capable de la maintenir pendant 50 à 60 minutes. Cependant, ce n'est pas suffisant pour gravir des longues montées du TMB. Et de toutes les façons, c'est sûr que je ne serai pas capable de le répéter encore et encore.
Donc, la puissance critique, ça donne une référence, mais il faut maintenant regarder d'autres éléments pour voir à quelle fraction de cette puissance critique que je pourrais grimper pendant 10 heures ou plus. Donc, pour cela, je regarde les épreuves que j'ai faites récemment. Donc, c'est des épreuves qui sont les plus comparables possibles, c'est-à-dire qu'ils sont relativement longues en distance et ils ont surtout beaucoup de dénivelé. Donc, il y a Liège-Bastogne-Liège, il y a la Mallorca 312, il y a le cinglé. Bon, ce n'est pas une épreuve, mais ça fait quand même beaucoup de dénivelé. Le cinglé de Mont Ventoux, évidemment. Il y a le Marmotte, il y a les Sonkolz Challenge Course, qui est un événement sur 10 jours, qui est en moyenne 185 km et presque 4000 mètres de dénivelé par jour pendant 10 jours. Et puis enfin, il y a le Tour du Mont Blanc que j'ai fait l'été dernier en deux jours. Donc voilà, donc là on voit les puissances moyennes que j'ai pu, enfin c'est des preuves, si vous voulez, c'est ce que j'ai fait sur les montées. Que sur les montées, je n'ai pas des puissances moyennes sur l'ensemble du parcours, hein, c'est que sur les montées. Et je vous ai donné la fraction, le pourcentage de ma puissance critique. Parce qu'évidemment, vous ne devez pas vous référer aux puissances absolues, mais c'est par rapport à votre propre puissance critique ou votre propre FTP. C'est à peu près la même chose, la FTP ou les puissances critiques. Donc voilà ce que j'ai fait. Par contre, bien entendu, pour le Tour du Mont Blanc, qui est quand même beaucoup plus long que tous ces autres événements, j'ai l'intention d'être conservateur. Et je vais viser pas plus que 165 watts, ce qui représente pour moi 60% de ma puissance critique. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais j'estime que c'est le bon objectif, le bon allure pour moi de mettre toutes les chances de mon côté pour terminer. Alors, notez que plus votre puissance critique par kilogramme est élevée, plus votre pourcentage du puissance critique cible peut être élevé, car vous allez prendre moins de temps sur chaque montée. Alors, pour référence, le mien est d'environ 3,9 watts par kilogramme. Donc, si le vôtre est de 4,2 ou 4,3, voire même 4,5, par exemple, vous pourriez être en mesure de maintenir un pourcentage légèrement plus élevé, mais uniquement si vous avez l'endurance aussi. Par contre, si votre watt par kilogramme au niveau puissance critique ou au niveau FTP est plus faible que 3,9, il faut peut-être être encore plus conservateur. Donc voilà par rapport à la puissance. J'ai la même table pour la fréquence cardiaque. S'il y a quelqu'un qui m'écoute qui n'a pas de capteur de puissance, ben vous pouvez très bien faire la même chose avec votre puissance cardiaque. Donc là, c'est les références pour moi. C'est aux alentours de 73 à 84%. Et donc, ce que je vais faire pour le Tour du Mont Blanc, c'est de me limiter à environ 63% de ma fréquence cardiaque max. Par contre, il y a une nuance avec la fréquence cardiaque, c'est qu'on peut s'attendre à une journée comme celle-ci, qu'elle va se décoller par rapport à la puissance. Et enfin, ça veut dire que la relation entre la fréquence cardiaque et la puissance ne restera pas stable sur toute la journée. La fréquence cardiaque va augmenter par rapport aux puissances. Donc, je considère que 63%, je devrais pouvoir le tenir jusqu'au col de Champex. Et à partir de là, je vais l'autoriser, même sur cette grimpée-là qui est assez raide, je vais l'autoriser à monter à 67, voire 68% de ma FC max, et puis finalement à 72% dans les dernières montées, parce que sinon la puissance va tomber trop bas. Donc voilà comment j'ai calculé pour moi. Ensuite, il va falloir l'adapter. Je vais adapter mon allure le jour J en fonction de la météo. S'il fait très chaud ou surtout s'il fait très chaud, en fait. Je dirais s'il fait relativement frais ou s'il pleut, à la limite, ça devrait aller. En fonction de mon entraînement, à raison de ce qui se passe dans mon entraînement, en fonction de la qualité de l'affûtage, du niveau de stress dans la semaine précédente et la veille, la qualité du sommeil, pas tellement la veille, parce que là, c'est quasiment sûr que ça ne va pas être terrible, mais dans la semaine avant,
de la motivation et du ressenti le jour J. Donc, tout ça, tous ces facteurs peuvent agir dans un sens ou dans l'autre pour légèrement infléchir l'allure théorique que j'ai préparée. Alors, à savoir, le plus grand risque est d'aller trop fort dans les premières montées. Vous aurez certainement, en tenant, mettons, 60% de votre FTP ou de votre puissance critique, vous aurez certainement l'impression de vous retenir. Mais c'est ça que vous devez ressentir. C'est normal pour un très long événement, très longue épreuve comme celle-ci. Vous devez vous retenir au début. Ça n'a vraiment rien à voir avec, encore une fois, avec un cyclo normal. Alors, on va regarder maintenant l'alimentation. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle aura un impact considérable sur votre performance. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut vraiment faire très attention. La première chose à avoir en tête, c'est que le Tour du Mont Blanc va vous faire brûler entre, grosso modo, 8 000 à 10 000 calories pendant la journée. C'est énorme et il est tout à fait impossible de consommer autant pendant l'épreuve. Un simple calcul le prouve facilement. Une barre énergétique contient, pour les petits, c'est 100 calories, pour les gros, c'est 200, en fonction de ce qu'il y a dedans, mais c'est à peu près cette fourchette. Donc, ça vous faudra un minimum de 50 barres à consommer sur la journée. C'est évidemment impossible. Il est donc essentiel de partir avec le réservoir plein. Alors, comment faire? Il faut faire le plein de glucides jeudi, voire même mercredi. Ensuite, manger normalement vendredi. C'est trop tard pour vraiment se goinfrer de glucides vendredi soir, sachant que l'épreuve démarre à 5 heures samedi matin. Donc, je conseille de manger normalement le vendredi, en limitant peut-être les fibres. Plus vous avez du fibre dans le ventre, plus vous avez besoin d'aller aux toilettes, donc ça, il vaut mieux éviter. Et ensuite, couchez-vous tôt vendredi soir, bien entendu, et faire le plein, c'est plus important que de dormir toute la nuit. Donc, je vous conseille de vous réveiller régulièrement pendant la nuit. Vous mangez encore à 2 heures du matin, 3 heures et 4 heures du matin. Par exemple, ce que je vais probablement manger moi, c'est à 2 heures du matin, je vais manger un pain de riz blanc et peut-être une petite omelette. À 3 heures, je vais peut-être manger du pain d'épices. Et à 4 heures, je vais peut-être manger quelques gaufres au miel. C'est le genre de choses que je conseille. Vous pouvez manger aussi des fruits secs, du genre des dattes ou des abricots ou des figues. Mangez surtout quelque chose qui vous convient et que vous aimez. Voilà, donc ça vous met dans la meilleure disposition pour le départ de la course à 5 heures. Et dès le départ, il faut continuer à manger. Le cible sur la journée, alors ça c'est la fourchette qui est conseillée pour tout cycliste sur toute épreuve, mais c'est encore plus important sur le Tour du Mont Blanc. Les professionnels sont capables de manger jusqu'à 500 calories par heure. Ça représente à peu près 120 grammes de glucides. Nous, la plupart des amateurs ont du mal. Il faut s'entraîner, il faut entraîner la digestion pour pouvoir faire ça. Donc, si la quantité réelle de glucides que vous pouvez consommer pendant l'épreuve dépend de ce que vous avez l'habitude de faire à l'entraînement. Et c'est un peu trop tard pour changer ça de manière significative. Donc, n'essayez pas le jour J d'augmenter de façon spectaculaire, mais prenez quand même 250 calories par heure comme le minimum. Alors, ça comme un bidon, évidemment, pas d'eau de roche, mais de produits énergétiques vaut à peu près 120 calories. Un gel, c'est à peu près pareil, un peu moins si c'est un petit gel. Une barre, c'est entre 100 et 200. Une banane, c'est entre 100 et 150. Vous pouvez faire le même calcul ou regarder sur l'étiquette pour toutes les choses que vous allez manger. Ça revient à conseiller à peu près 4 items par heure.
éventuellement couper en deux si c'est une barre. Mais l'important, c'est de manger peu, mais enfin peu. Il vaut mieux manger peu et souvent que beaucoup une fois par heure, ou même beaucoup 2 fois par heure. Et il vaut mieux manger, donc je conseille de manger toutes les 15 minutes quelque chose. Et donc d'atteindre cet objectif de 250 calories par heure minimum. Si vous pouvez consommer plus, c'est mieux. Ce qui est essentiel, c'est de ne jamais prendre du retard, parce que vous ne rattraperez pas. Alors, le ravitaillement, c'est très correct et c'est assez copieux. Donc, il y a 7 points de ravitaillement sur le parcours. Je ne vais pas les commenter en détail. Vous avez les détails là. Sur les 2 premières, il y a juste, entre guillemets, des fruits, divers biscuits, salés, sucrés, etc. Et puis, à partir du Grand Saint-Bernard, il y a de plus en plus de protéines et des choses même chaudes. À la salle, il y a des pâtes qui sont chaudes. Il y a de la soupe chaude, etc. Donc, a priori, il y a des bonnes choses à manger, mais je vous conseille quand même d'apporter un maximum de choses qui vous conviennent avec vous. Des choses que vous avez testées à l'entraînement, que vous savez marchent bien pour vous, amenez-les. Donc, je conseille aussi de vous arrêter à chaque poste de ravitaillement. C'est assez loin entre chaque poste. Ce n'est pas comme sur un cyclo normal où ils mettent 4 ou 5 ravitaux sur, je ne sais pas, sur 130 ou 140 km. Là, on peut facilement les sauter. Ici, non. La seule exception possible, éventuellement, c'est la première. Et seulement s'il fait froid, ou enfin frais en tout cas, et que vous avez encore beaucoup d'eau. Parce que le deuxième est quand même loin, c'est à 110 km et il y a pas mal de dénivelé à passer. Donc, à mon avis, il faut s'arrêter à chaque ravitaillement sans exception. Voilà. Alors, ensuite, la troisième chose dont j'ai parlé, c'est le troisième clé, c'est la force mentale. Il faut être prêt pour cette épreuve parce que ça va vous vraiment pousser dans vos derniers retranchements. Alors, que pouvez-vous faire pour vous préparer mentalement? Là, c'est Samuele Marcora à l'Université di Bologna. C'est peut-être le meilleur expert mondial pour les aspects mentaux des sports d'endurance. Et donc, cette citation de lui résume parfaitement le défi à relever. L'endurance est la bataille pour continuer contre un désir croissant d'arrêter. Et il est absolument sûr que sur le Tour du Mont Blanc, il y a un désir croissant d'arrêter. À partir, normalement, on arrive à passer le col du Grand Saint-Bernard sans trop de problèmes. Ensuite, il y a la longue montée de la vallée d'Aoste. Et ensuite, on se tape le col du Petit Saint-Bernard qui est sans fin, qui a des faux sommets, des faux cols. Et là, on commence vraiment à comprendre tout le sens de cette citation. Alors, comment se préparer donc pour bien gérer ça? Il y a 2 façons d'augmenter votre force mentale et votre capacité à continuer contre ce fameux désir croissant d'arrêter. Et les 2 sont complémentaires. D'une part, vous pouvez augmenter votre motivation pour arriver. Et d'autre part, vous pouvez réduire votre perception de l'effort, votre perception même carrément de la douleur, si on veut. Alors, nous n'avons pas le temps d'entrer dans trop de détails, mais je vais quand même vous donner un aperçu rapide de chacun de ces aspects et je vais vous indiquer où vous pouvez en savoir plus parce qu'il y a une ressource disponible que vous pouvez aller chercher après pour plus de détails. Alors d'abord, comment augmenter la motivation? Donc, voilà un exemple personnel. Lorsque j'ai fait les 312 de Majorque, la première chose, c'est de savoir pourquoi vous faites ça. Il faut avoir une bonne réponse à cette question parce que vous allez certainement vous le poser par un moment sur le Tour du Mont Blanc. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je m'obstine à me faire mal? Donc, s'il n'y a pas de bonne réponse à ça, si finalement vous vous en foutez quelque part,
vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Donc, si vous n'avez pas une bonne réponse à ça aujourd'hui, il faut passer du temps à trouver la bonne réponse. Alors, pour moi, tout simplement, dans l'exemple ici, et je pense que la même chose va s'appliquer sur le Tour du Mont Blanc, je voulais me prouver que je pouvais faire la distance complète. Alors, la deuxième manière d'augmenter la motivation, toujours au niveau des objectifs, c'est d'avoir un objectif de résultat. Un objectif de résultat, c'est quelque chose comme finir, au plus simple, juste finir dans les délais, ou ça peut être de finir, par exemple, en moins de 15 heures, ou si vous êtes très fort, très costaud, en moins de 14 heures, ou moins de 13 heures, enfin, voilà. Donc, assurez-vous simplement que votre objectif est réaliste et réalisable. Vous pouvez le pousser un petit peu, mais il vaut mieux pas s'imposer un objectif qui va vite paraître déraisonnable et irréaliste, parce que ça, c'est la meilleure manière de se déprimer. Donc, mon seul objectif va être de finir. Alors, il y a ensuite une autre catégorie d'objectifs qui est appelée les objectifs de processus. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des choses qui vous aideront à atteindre l'objectif de résultat. Un objectif de processus, c'est quelque chose comme respecter le plan. Vous avez un plan pour votre lieu, vous avez un plan pour divers aspects, pour votre alimentation, etc. Donc, respecter le plan, c'est un premier objectif de processus. Ça peut être grimper à 60%. Ça peut être manger à 250 calories toutes les heures. Ou ça peut être autre chose qui va vous aider à aller au bout. Donc, voilà le genre d'objectif que je vais me fixer pour moi. Donc, tout ça, ça sert à augmenter la motivation. Alors, autre manière d'augmenter la motivation, surtout lorsqu'on commence à souffrir et se poser des questions, c'est par la pensée positive. Donc, il est très important en fait de pouvoir contrer cette voix séduisante dans votre tête qui dit quelque chose comme « c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, allez, arrêtons-nous là, ça suffit ». Alors, différentes choses fonctionnent pour différentes personnes. Donc, dans ce que je vais proposer, il y a des choses que vous allez peut-être pas aimer du tout, ça ne fonctionnera pas pour vous, et d'autres choses qu'il faut prendre et adapter. Donc, quelque chose que vous pouvez vous dire, c'est pour cela que je me suis entraîné. Je me suis entraîné dur pour cela depuis, enfin, dans mon cas, ça fait 3 ans que je cours après ce Tour du Mont Blanc parce que les 2 dernières années, c'était annulé. Donc bon, enfin, je vais le faire. Donc, je ne vais pas m'arrêter en route. J'ai tellement de chance d'être ici, profitons-en. Continuez à avancer, continuez à avancer. Ça peut être une sorte de mantra. On peut regarder les autres et se dire que tous les autres ont plus de mal que moi. On peut regarder en arrière pour dire, bah, regarde tout le chemin que tu as parcouru, tu ne vas quand même pas t'arrêter maintenant. Voilà le profil. Il faut, je pense, compter les cols. Il faut se donner un objectif des objectifs par col. Et lorsqu'on commence à se sentir mal, ben, on se donne l'objectif d'arriver au sommet de 7 montées sur lesquelles on est. C'est beaucoup de penser. Lorsqu'on est quasiment à l'air sur le col du Grand Saint-Bernard, par exemple, qui est au milieu là, si à ce moment-là, on pense au Petit Saint-Bernard, au Commet de Roseland et à la montée des saisies qui arrive, ben, ça paraît trop. Mais si on peut quand même se dire, je vais arriver au sommet de 7 montées. Et si même si lorsque ça devient difficile, peut-être sur le Commet de Roseland, bon, il y a une partie, un tiers de la montée là où ça devient vraiment assez dur. Il faut peut-être juste se dire, je peux aller jusqu'au prochain virage. Ça, c'est certain, on peut toujours aller jusqu'au prochain virage. Et lorsqu'on arrive, on se dit, bon, ben maintenant, je peux aller au prochain virage après. Donc, voilà pour la pensée positive. J'ai laissé ça en anglais, c'est la même chose encore. D'autres aspects, c'est en fait, c'est une autre catégorie de pensée positive, c'est les consignes qu'on se donne à soi-même. Vous vous dites ce que vous devez faire. Donc, voici quelques exemples.
vous vous rappelez en quelque sorte ce qu'il faut faire. Donc, respecte ton propre allure. Ne te laisse pas happer ne te laisse pas suivre, disons, une roue devant qui va trop vite. Pédale en souplesse. Détends tes épaules. Tout ça, ça conserve de l'énergie. Regarde loin dans le virage lorsque vous êtes en descente pour rester en sécurité. Enfin, se visualiser au sommet de l'ascension, en cours ou même à l'arrivée, peut être un puissant facteur de motivation et une raison de continuer. Donc, prenez dans ces trucs-là ce qui peut vous être utile. C'est une sorte de panaché, c'est une sorte de buffet, si vous voulez. Ça ne marche pas pour tout le monde, toutes ces idées, mais prenez les idées qui fonctionnent pour vous. Alors, ensuite, comment réduire la perception de l'effort? La première chose qu'on peut faire, c'est de se distraire. Si on se distrait, on oublie un petit peu l'effort et la douleur. Il y a plein de manières de faire ça. Vous pouvez revivre un souvenir, vous pouvez penser à vos projets d'avenir, à vos vacances ou un projet au boulot ou quelque chose dans la famille. Vous pouvez tout simplement apprécier le paysage. Les paysages sont magnifiques là où on va passer. Vous pouvez vous concentrer sur le cycliste qui vous précède, vraiment regarder sa roue ou son moyeu et puis juste avoir ça comme dans votre champ de vision. Vous pouvez compter les coups de pédale. Moi, je m'amuse à faire ça dans des langues étrangères parfois. Vous pouvez réciter des poèmes, des paroles de chansons ou des mantras, enfin, tout ce qui peut occuper votre tête un peu pour éviter de penser à la douleur. Ou tout simplement laisser votre esprit se vider et ne penser à rien du tout. Si vous êtes adepte de la méditation, ça marche extrêmement bien. D'autres astuces pour réduire la perception de l'effort, ça paraît bête, mais souriez. Souriez pourquoi? Parce que même si vous n'avez aucune envie de sourire, si vous vous forcez de sourire, ça lâche, ça libère des endorphines en fait. Et ça vous fait vous sentir mieux tout de suite. C'est étonnant, ça marche, je l'ai testé et je l'utilise. Détendez-vous, bien sûr, en particulier le haut du corps et vos épaules. Plus vous êtes tendu, plus vous allez libérer des hormones de stress, en fait. Donc, détendez-vous et c'est l'effet opposé qui se produise. Vous pouvez prendre un gel de caféine, ça aussi, ça aide à réduire la perception de l'effort, c'est la caféine, là, bien sûr. Pour certaines personnes, un porte-bonheur, c'est utile. En avoir sur vous, ça vous donne confiance et ça vous permet de continuer. Et encore une fois, notre vieil ami, la visualisation. Par exemple, même s'il fait froid, je ne me sens pas inconfortable. Oui, je ressens le froid, mais je ne suis pas inconfortable. Je peux y faire face. Ou la même chose s'il fait chaud, bien sûr. Ou se visualiser et en se disant, tiens-toi bien, pédale en souplesse. Et puis dans la tête, on a le modèle de soi-même pédalant tout en souplesse et en détente. Donc, toutes ces choses-là peuvent aider à gérer ces moments difficiles, à réduire la perception d'effort ou à augmenter la motivation. Alors, la dernière partie de la préparation mentale est d'anticiper les problèmes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner pendant votre course. La crevaison, c'est évident. Mais il n'y a aucune raison pour qu'elle vous empêche de finir tant que vous avez un bon plan pour y faire face. Donc, c'est évident qu'il faut que vous soyez prêt pour une crevaison. Mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir du mauvais temps. Il peut pleuvoir, il peut y avoir la canicule. On peut se trouver tout seul pendant de longues périodes. On peut avoir un fringale si on oublie de s'alimenter comme il faut. On peut se sentir mal si on prend trop de gel, on risque d'avoir mal au cœur. On peut avoir des crampes. On peut se sentir découragé. Donc, toutes ces choses-là peuvent arriver. Plus on les anticipe, plus on a un plan pour y faire face, plus facilement on va les gérer le jour J et mieux on va se porter. Quelque chose qui peut nous faire perdre
disons, 20 minutes peut être passé finalement en 3-4 minutes si on est bien préparé. Alors, j'avais dit que je passais rapidement, c'était rapide, mais vous avez une ressource ou des ressources sur le site web du TMB. Vous verrez là, si vous, c'est la version anglaise, mais c'est exactement pareil en français. Vous allez sous les infos pratiques, vous trouvez notre plan d'entraînement Alpine Col, et ensuite là, vous avez les guidelines, le plan d'entraînement, et puis la préparation mentale, il est là. Alors, donc, exactement la même chose existe en français, il suffit de cliquer sur. Voilà. Maintenant, un mot sur les vêtements et l'équipement personnel. Parce qu'avoir des vêtements inadaptés aux conditions est probablement la 4e raison majeure d'abandon sur le Tour du Mont Blanc. Bien sûr, tout dépend de la météo. Donc, il est essentiel d'avoir une bonne connaissance des prévisions sur l'ensemble du parcours, et notamment des conditions attendues sur les cols. Sur le Grand Saint-Bernard, il est tout à fait, enfin, j'allais dire tout à fait normal, peut-être pas, mais il est arrivé plusieurs fois pendant le Tour du Mont Blanc qu'il pleut et c'est suffisamment haut que la pluie est glaçante. Donc, si on n'a pas les bons vêtements, tout ça, on ne peut pas continuer. Les principes des vêtements, c'est des couches fines, pas des vestes épais et lourdes, mais des couches fines. Facile à adapter avec les changements de température et les changements de conditions. Donc, je propose des manchettes, des gants longs, une veste de pluie, bien sûr, le plus fine possible, peut-être un gilet, une casquette ou un bonnet, un cache-cou, peut-être si le météo est prévu mauvais, éventuellement des jambières. Toutes ces choses-là, il faut bien réfléchir si vous allez les amener ou pas. Ça amène le problème, comment tout porter, surtout lorsqu'on doit porter beaucoup de choses à manger aussi. Donc, la solution, il ne faut pas hésiter à utiliser un sacoche de sel ou un sac de cadre. Ou éventuellement, la vieille astuce, c'est de porter 2 maillots, parce que si vous avez 2 maillots, vous avez 6 poches. Donc voilà, c'est pas le moment de faire la frime ou de sentir un besoin d'être élégant. Un sacoche sur le cadre, certes, on ne l'utiliserait pas sur un cyclo normal, mais ce n'est pas un cyclo normal, encore une fois. Il ne faut pas hésiter de s'équiper correctement pour ce qui est finalement un événement ultra. Ça ressemble beaucoup plus à un ultra, en tout cas, qu'un cyclo. Voilà, vous pouvez aussi évidemment attacher vos affaires autour de votre taille ou même les glisser dans votre maillot. Enfin, il y a différentes solutions, mais le pire, c'est de partir sans quelque chose dont vous allez avoir besoin pour, par exemple, la descente du Grand Saint-Bernard. Voilà, on arrive presque à la fin. Je vais vous laisser avec 5 erreurs à éviter. Les 5 erreurs principales, d'après moi, sont: le premier, c'est d'aller trop dur dans les premières montées. C'est extrêmement tentant, bien sûr, parce qu'on part dans un peloton, on va être tous ensemble pour la descente des saisies, et ensuite il y a des petites montées vers Magève, il y a encore une descente au travers Saint-Gervais jusqu'au fond de la vallée, et puis on attaque la première montée. Bon, ça ne va pas être un peloton tout ensemble, mais on va certainement être avec beaucoup d'autres personnes. À ce moment-là, on va être dans les petits groupes, et c'est très tentant d'aller trop dur, parce que certains d'autres vont aller trop dur en tout cas trop dur pour vous, tout est relatif. Donc, évitez ça. Vous fixez tout de suite sur votre plan d'allure. Tout ce que vous perdez en termes de glycogène dans les muscles dans ces premières montées, vous ne rattraperez jamais. Il ne faut surtout pas brûler d'allumettes. Comme on fait dans un cyclo, on va pousser 300, 400, même 500 watts pour tenir des roues au début. Ce n'est pas un cyclo normal, encore une fois, donc il ne faut pas faire ça. On ne brûle pas d'allumettes sur le Tour du Mont Blanc. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'efforts courts et intenses. Troisième erreur à éviter, bien évidemment, c'est d'oublier de manger ou de boire, même oublier pendant une demi-heure. Une demi-heure, vous pouvez peut-être
vous en sortir, mais vous oubliez plus longtemps qu'une demi-heure et vous êtes vraiment mal. Quatrième erreur, c'est de ne pas disposer de vêtements adéquats pour les conditions. Et enfin, le cinquième, je pense que ce n'est pas anodin, c'est de prendre des risques inconsidérés dans les descentes. Là, je parle surtout, bien sûr, pour les dernières descentes, peut-être la descente du Petit Saint-Bernard et la descente du Cormet de Roseland qui va peut-être être dans l'obscurité. Ce n'est pas la peine d'essayer de gagner 2 minutes sur une descente pour tout perdre dans un accident. Donc, attention, attention. Voilà, donc merci d'avoir écouté. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt au saisie. Je vais être là, donc j'espère vous rencontrer. N'hésitez pas à venir me saluer, ce serait avec grand plaisir. Je vous laisse juste avec un petit mot sur nous, sur le soutien qu'on fournit. Vous pouvez venir nous voir à l'occasion, à l'avenir, pour vos stages d'entraînement, pour vos besoins en coaching. On a encore des choses prévues cet été. Route des Grandes Alpes à la fin juillet, on a découverte des Pyrénées en septembre. Et puis notre premier stage de l'année prochaine, c'est à Tenerife. C'est un stage de perfectionnement, un stage de coaching à Tenerife fin janvier, début février. On propose aussi du coaching en individuel et on est toujours là pour répondre aux questions. info@alpincol.com